Bonjour tout le monde. Bonjour à peu près la trentaine de personnes qu'on a ici dans la salle et à peu près quarantaine de personnes qu'on a en ligne. On est content de la participation à l'événement. Je vais vous présenter Maître Razvan Rousou, qui est Roussou, ok. Maître Razvan Rousou, qui est notre conférencier aujourd'hui. Razvan, dans le fond, est le cofondateur de Noctua Legal Inc., qu'il a fondé l'a fondé il y a à peu près un an. Auparavant, il a exercé dans l'un des plus grands cabinets de services professionnels et de comptabilité au monde. Sa pratique se concentre sur le conseil aux clients en matière de fiscalité canadienne et droit des affaires. Sa pratique couvre un large éventail de questions fiscales, y compris la planification fiscale et les services de résolution de litiges fiscaux. Et Razvan conseille également ses clients sur les questions de divulgation volontaire et rédige des avis juridiques dans divers domaines du droit fiscal. Donc, Razvan, aujourd'hui, va nous parler des formulaires T1134 et des changements aux règles pour ces formulaires-là de T1134. Et on vous demanderait de garder les questions pour la fin de la conférence. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci beaucoup, Félix, pour l'introduction. Merci à vous tous d'être joints à nous et sur en ligne. Ça va être ma première conférence que je donne à la PFF, donc soyez peut-être indulgents avec moi. Je pense que ça va bien aller, mais on a quand même beaucoup de stock aujourd'hui. Alors, excusez-moi d'avance pour toutes les diapositives. Le but, c'était vraiment de vous donner une présentation qui est la plus complète possible. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être certaines portions qu'on va un peu moins couvrir aujourd'hui, mais somme toute, c'est quand même une bonne approche pour couvrir, disons, 85 à 90% du nouveau formulaire T1134. Et ensuite, si on a le temps, on a 2 diapositives à la fin, juste pour une révision générale du calcul de surplus, qui est vraiment plus axé sur une approche pratique avec des flowcharts. Donc, espérons que ça peut résoudre certaines questions qu'on peut avoir à ce niveau-là. Comme Félix a mentionné, gardons les questions juste à la fin pour faciliter le tout. Donc, aujourd'hui, on va vraiment passer à travers le formulaire T1134 au complet, mais on va commencer à avoir certaines définitions de voir c'est quoi une société affiliée étrangère, une société affiliée étrangère contrôlée, et on va aussi voir vraiment un aperçu général du formulaire pour tout ce qui est la partie sommaire, la partie supplémentaire. On va voir aussi les pénalités. On va réviser certaines notions de fiscalité internationale, parce que quand on remplit un T1134, on doit se poser plein de questions aussi en même temps qu'on le complète. Et ça nous permet aussi de, je pense, avoir une bonne opportunité de faire de la planification fiscale quand on regarde les livres du client et de voir s'il y en a des opportunités, soit pour régler ou si on oublie quelque chose en cours de route. Évidemment, on va parler aussi un peu des pénalités et finalement, si on a le temps, on va passer un peu de temps sur les surplus. Donc, sans plus tarder, il faut commencer à se poser la question, c'est quoi une société affiliée, une société étrangère affiliée? Essentiellement, c'est une société. Donc, ici, la notion de société par action doit être prise en compte, dans le sens que il faut qu'on regarde la caractérisation juridique de cette société-là à l'étranger. Donc, des fois, certaines sociétés, dépendant de la juridiction où elles sont, peuvent ressembler plus à une structure de société de personnes. Alors, il faut se poser la question, selon les règles canadiennes, comment on les caractérise. Un exemple, c'est les LLLP aux États-Unis, qui sont des Limited Liability et autres partnerships. Donc, dans ces cas-là, comme, disons, même si c'est des sociétés de personnes aux fins américaines, il faut qu'on les caractérise au niveau canadien et qu'on regarde, disons, tout ce qui est par rapport au risque comme par exemple, le risque est limité et d'autres règles. Donc, pour des fins canadiennes, on va pouvoir les coller un peu à des sociétés par action compte tenu de, disons, leur environnement juridique. Question intéressante aussi, toutes les sociétés type françaises, comme les SCI, pour plein de règles en France, des fois, les sociétés, c'est des sociétés par personne. Et pour des fins canadiennes, il faut se poser la question, est-ce que ça tombe dans un cadre de société de personnes ou une société, disons, par action qu'on va inclure à la T1134. C'est très important parce que, disons, les sociétés de personnes, on va les inclure à la T1135 quand un particulier détient, par exemple, une société, des participations de sociétés de personnes. Évidemment, quand c'est une société par action qui est à l'étranger, là, on va devoir faire une T1134. Donc, la société entendue. Donc, il faut regarder ça, disons, sur le contexte juridique étranger pour, dans le fond, venir l'arrimer au contexte canadien et voir c'est quoi les risques. Dans le fond, est-ce qu'il y a, comme j'ai dit, un risque
tout ce qui est au niveau de poursuite, si les caractéristiques ressemblent à celles d'une société par action au Québec, au Canada, où la responsabilité des actionnaires, par exemple, est limitée ou des sociétaires. Ensuite, la société étrangère doit être bien évidemment non résidente. Et il faut aussi qu'il y ait un pourcentage d'intérêt du contribuable qui est d'au moins 1% ou un total du pourcentage d'intérêt et des personnes qui lui sont liées au moins de 10%. Donc, on va revenir vraiment voir c'est quoi ce pourcentage d'intérêt, le prix. J'ai quelques exemples par après, juste pour le mettre plus en niveau pratique. Quand on parle de non-résident, on parle d'une réputée... c'est sûr qu'une société au Canada est réputée résidente, donc il faut que les sociétés étrangères affiliées soient non-résidentes du Canada. Donc, c'est quoi le pourcentage d'intérêt? Essentiellement, le pourcentage d'intérêt est défini comme le plus élevé dans la participation d'une catégorie du capital action émis d'une société. Il comprend le pourcentage d'intérêt direct et des participations indirectes qui sont détenues à travers d'autres sociétés. Donc, ici, on a un exemple où on a une société canadienne qui détient 5% des actions ordinaires de la société étrangère. Donc, ici, on a une détention qui est 100% directe et le pourcentage le plus élevé doit être pris en compte. Donc, ici, on a des sociétés, on a des associations privilégiées aussi. Et quand on regarde la définition de pourcentage d'intérêt, ce n'est pas le droit de vote qui fait en compte que si on tombe dans une société étrangère ou non, c'est vraiment le pourcentage d'intérêt, la détention d'actions de toute catégorie. On a un autre exemple ici quand même intéressant où on a une société canadienne qui détient à 50% une société étrangère. Donc ici, on a une détention d'un côté de SOCAN 1 à étrangère qui est directe pour un total de 50%. Donc l'étrangère et une société affiliée étrangère de la canadienne. Et là aussi, on a SOCAN 2. Donc on sait que SOCAN 1 détient SOCAN 2 à 90% et SOCAN 2 détient directement l'étrangère à 50%. Donc ici, il y a deux pourcentages. Il y a le pourcentage direct et indirect. Donc, on a une détention directe, mais on a aussi une détention indirecte. Tout ça pour un pourcentage d'intérêt de 95%. Donc, le pourcentage d'intérêt direct est vraiment 50% de SOCAN 2 dans étrangère et le pourcentage total, disons, indirect de 95%. Donc, la définition d'une société étrangère affiliée contrôlée. Ici, comme le nom le dit, le contrôle est l'élément le plus important. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a un contrôle des jurés ou des jurés pour s'assurer vraiment que la société est contrôlée. Donc, ce qu'on veut dire par contrôle, c'est évidemment 50% et plus. Et il faut aussi que, dans l'autre cas, si ce n'est pas ça, que le contribuable soit, dans le fond, lié de quelque façon d'autre à cette société-là. Donc, que ce soit, par exemple, par des personnes liées, comme des liens de dépendance, ou, par exemple, si il appartient à des actionnaires canadiens intéressés, faisant partie d'un groupe d'au plus de 4 personnes, ou aussi si les actionnaires canadiens intéressés ont un lien de dépendance. Donc, un exemple qui est vraiment simple à comprendre, c'est évidemment qu'on a une société canadienne qui détient directement une société étrangère à plus de 50% de droits et de vote. On s'entend que c'est une société affiliée étrangère contrôlée. Dans un cas ici de numéro 2, ce qu'on peut voir, c'est que la société la société mère détient 99% des actions votantes ordinaires étrangères et aussi détient 100% des actions privilégiées. Donc, dans ce cas-là, c'est évident qu'il y a plus que 50% des actions ordinaires avec droit de vote qui sont détenues. Donc, étrangères et la société mère c'est une société contrôlée. Maintenant, pour SOCAN 1, si on regarde juste SOCAN 1 et étrangère, on voit qu'il y a juste un 1% d'actions votantes. Donc, on ne peut pas la qualifier en tant que telle juste au sens du contrôle comme une société étrangère affiliée contrôlée. Donc, ce qu'on va regarder, s'il y a des liens entre personnes dépendantes ou entre sociétés dépendantes. Donc, comme Parenco aussi contrôle l'étrangère et la Parenco, la société mère, sont liées avec SOCAN 1, alors étrangère va être aussi une société affiliée contrôlée de SOCAN 1. Donc, il faut regarder aussi dans un org chart les autres sociétés qui peuvent être liées. Ces notions sont très importantes pour plein de raisons parce qu'il faut bien qualifier les sociétés avant d'appliquer, dans le fond, un peu
et répondre aux questions formulaires. Et aussi, certaines portions du formulaire vont être juste pour les sociétés affiliées étrangères contrôlées, tandis que d'autres portions non. Alors, c'est important de savoir comment on qualifie tout d'abord la société étrangère avant même de commencer à rentrer dans le formulaire pour s'assurer de bien les déclarer et de savoir exactement où on s'en va avec ça. Ça, c'est le même exemple. Donc, le T1134, pour rentrer un peu plus vif dans le sujet, on remplit un formulaire T1134 pour chaque déclarant. Dans le fond, le déclarant, c'est une société canadienne qui détient une société affiliée étrangère, étrangère ou contrôlée. Et dans certains cas, il y a un formulaire supplémentaire qui doit être complété. Donc, pour ceux qui, disons, vous n'avez pas vu de T1134, la portion sommaire est vraiment pour des informations générales. Et dans certains cas, on va voir où il n'y a pas nécessairement besoin de faire un formulaire complet supplémentaire. Et le formulaire supplémentaire est beaucoup plus détaillé. Donc, il y a des questions de FAPI, il y a des questions de surplus, il y a des questions qu'on se positionne par rapport à des réorganisations comme au niveau étranger. Donc, c'est un formulaire qui est beaucoup plus avancé et poussé, et on va voir dans certains cas quelle portion compléter, tandis que non. Donc, un aperçu général du formulaire, c'est un formulaire que c'est pour toutes les années de 2021 à venir. Il doit être produit 10 mois après la fin d'année du contribuable. Et les questions de la partie 3 sont vraiment, la partie 3 dans le formulaire supplémentaire sont pour les sociétés affiliées étrangères contrôlées, où on doit, par exemple, calculer les FAPI ou le revenu passif. J'ai des fois la terminologie en anglais, mais on sent tous le revenu passif à l'étranger. Et aussi, le formulaire, c'est un très bel exemple de feuille de route pour l'ARC. Parce que dans le fond, ça mène le client à se positionner et vraiment prendre une position par rapport à certaines questions d'avance. Donc, par exemple, il va vous-même demander, dans des cas de prêt en amont, de confirmer, par exemple, est-ce que le client rentre dans l'exception ou non et pour quelles raisons. Donc, par exemple, si vous repayez votre prêt en amont d'ici 2 ans, il n'y a pas d'inclusion au revenu, mais il y a même une question pour dire est-ce que vous rentrez dans l'exception. Donc, si vous avez le prêt est là depuis une année. Donc, l'ARC veut savoir à quel stade vous êtes et c'est vraiment un roadmap pour une vérification parce que c'est vraiment plus poussé et dans certains cas, on va voir, on doit même tenir compte de certaines pertes et pourcentages ou intérêts qu'on ne calculait pas ou qu'on ne devait pas tenir à jour avant. Donc, ça pousse les contribuables, évidemment, à plus d'honoraires au niveau conformité, mais aussi à tenir des comptes comme des comptes de surplus ou à faire les calculs de FAPI, même s'il y a des pertes, plus souvent qu'autrement qu'avant. Donc, c'est vraiment un formulaire qui est beaucoup, beaucoup plus détaillé. Et je vous invite même de reprendre le formulaire et de passer vraiment section par section, parce que même chaque fois que vous lisez, vous allez découvrir qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Donc, au fin de l'article 233.4, le déclarant est défini comme une société canadienne, ou une société de personnes, ou ça peut être aussi une fiducie. Pour les fins vraiment de notre présentation aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup plus sur les déclarants qui sont une société résidente au Canada, dans ce sens-là. Ça ne doit pas être une société qui est exonérée d'impôts et il doit avoir une société non résidente, évidemment, pour pouvoir déclarer le T1134. Donc, pourquoi on doit produire le T1134? Pour déterminer si une société est une société étrangère affiliée d'un contribuable, il faut qu'on regarde la notion, comme je vous dis, de pourcentage d'intérêt. Donc, ça doit être lu comme si les mots de toute société étaient remplacés par la mention toute autre société qu'une société résidant au Canada. Donc, évidemment, c'est pour des sociétés étrangères. Seule la société au niveau inférieur au niveau canadien doit produire la T1134. Donc, par exemple, si vous avez une société qui est le parent, la société de mère, vous avez une autre canadienne, et ensuite, vous avez votre première société étrangère affiliée. C'est juste, disons, la dernière canadienne qui doit produire la T1134 et non le groupe en haut. Et aussi, tout autre contribuable canadien qui détient une participation dans une société étrangère affiliée doit produire un T1134. Donc, même si vous avez un particulier qui détient une société affiliée étrangère, un T1134 devrait être produit dans ce cas-là aussi. Donc, comme je vous ai mentionné, quand on regarde la conformité au niveau canadien, il faut que ça soit vraiment pour les sociétés canadiennes de palier inférieur qui vont regarder la société affiliée étrangère pour pouvoir la déclarer dans T1134. Et dans certains cas, on va voir que si c'est des contribuables qui sont liés, seulement un des contribuables du groupe lié va devoir produire la T1134, mais je vais revenir sur cet exemple-là
un peu plus tard. Donc, si une société affiliée étrangère est détenue indirectement par une société de personnes par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés canadiennes, seule la société canadienne au niveau le plus bas, évidemment, doit faire une déclaration pour la société étrangère affiliée. Donc, d'autres modifications au T1134, il y a énormément plus de questions et aussi, comme je vais vous répéter, les contribuables doivent vraiment se positionner par rapport à certaines questions et certains choix qu'ils ont fait. Il y a même des fois des doublements d'informations, comme par exemple pour un roulement. Donc, si le contribuable au niveau canadien a fait un roulement qui peut-être affecte au niveau en bas les sociétés affiliées étrangères, même si dans la T2, ce roulement-là doit être déclaré, dans la T1134, on va reposer la question. Et c'est aussi pour les fins de l'ARC, c'est une autre équipe qui gère l'aspect de T1134, la vérification internationale. Donc, pour un contribuable, il y a quand même un dédoublement de travail de conformité qui est exigé au niveau de l'ARC. Et aussi, il y a beaucoup de nouveaux tableaux avec beaucoup d'informations qui sont requises. Donc, commençons par la première portion qui est le formulaire sommaire, l'identification. Donc, une nouveauté qu'on va avoir sur le formulaire, c'est vraiment le fait qu'on peut déclarer soit un déclarant ou un groupe lié. Ce qui ça permet, c'est quand on a des cas des sociétés qui sont liées, je vais vous montrer un exemple plus visuel, ça permet vraiment de faciliter la conformité, de ne pas avoir, disons, deux contribuables qui sont liés à produire chacun de leur bord des T1134 pour sensiblement le même groupe. Donc, ça permet, il y a quand même un allègement fiscal, il y a une position administrative qui est allégée par rapport à ça comparé, disons, aux autres années. Donc, on a un exemple ici, dans un cas où il y a un seul déclarant, où c'est deux actionnaires qui sont non liés. Donc, j'ai mis par couleur les verts et les oranges ou jaunes. Donc, ce que je veux montrer ici, essentiellement, c'est que, disons, par rapport à mon exemple ici, où les deux contribuables sont liés, on a les deux actionnaires en haut sont liés. Ce qui nous permet, c'est qu'on va pouvoir avoir juste à produire un set de T1134 et non pour les deux structures, parce que dans ce cas-là, on va pouvoir les inclure sur essentiellement le même, tandis que, par exemple, pour le T1134, dans ce cas-là, l'actionnaire en haut va devoir produire une T1134 au niveau de SOCAN2, parce que c'est SOCAN2 qui détient, dans le fond, les actions de étrangère 1, et SOCAN3 vont devoir aussi en produire un pour les actions de étrangère 3. Non seulement ça, la structure qu'on voit ici en jaune va aussi devoir produire pour les sociétés qui sont en bas. Donc, comme je vous dis, il y a un dédoublement d'informations parce que jusqu'à un certain palier, on va devoir aller déclarer au gouvernement. Tandis que si c'est des contribuables qui sont liés, les actionnaires en haut sont liés, donc on n'est pas nécessairement obligé de reproduire la structure dans les deux cas. Aussi, fait intéressant, la étrangère 4, et on va le voir un peu plus tard, comme c'est une société étrangère de dernier palier, on ne va pas nécessairement devoir produire un formulaire complet pour elle. Il n'y a pas de déclaration à ce point-là. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu, il y a un certain allègement, dans le fond, de l'ARC par rapport à ce point-là. Maintenant, au niveau des autres renseignements qui sont requis, il y a un nouveau tableau qui exige, dans le fond, les contribuables ou l'un des membres du groupe canadien de déclarer s'il a participé à des transactions de réorganisation. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup de ces transactions déjà doivent être déclarées dans la T2 du contribuable. Donc, il y a un certain doublement d'informations qui doit être effectué sur la T1134. Et ça, c'est vraiment au niveau canadien et pas au niveau de la société affiliée étrangère. L'autre chose que l'ARC a fait un allègement, c'est le fait de pouvoir, dans le fond, produire un organigramme qui contient certaines informations qui sont exigées par l'ARC ou vraiment de remplir la section que je vais vous montrer à la prochaine diapositive où on peut vraiment rentrer dans des tableaux comme un peu le org chart du client dans la T1134. Donc, si on produit l'organigramme, on n'a pas à remplir la section avec le tableau pour toutes les sociétés affiliées étrangères. Donc, il y a quand même un allègement à ça, sauf que l'organigramme doit contenir exactement la même information que dans la portion des tableaux qu'on doit remplir. Mais ça peut être beaucoup plus simple et visuel, évidemment, de produire l'organigramme. Donc ici, vous allez voir sur le nouveau formulaire T1134, vous avez le choix de soit produire l'organigramme
ou de remplir l'information des sociétés étrangères affiliées. Et aussi, autre ajout qui est fait par l'ARC, c'est qu'il faut mettre le numéro d'identification fiscale de la société non résidente. Donc, par exemple, si c'est une société aux États-Unis, c'est le IEN de l'entité aux États-Unis, par exemple, qu'on mettrait dans ce cas-là. Et ça aussi, toute cette question-là doit aussi se refléter dans la façon que vous posez les questions aux clients ou que vous recevez l'information, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'informations à recueillir que dans les années passées. Une autre chose qui a changé cette année dans le formulaire, c'est par rapport aux sociétés étrangères inactives. Donc, dans certains cas, avant, l'ARC peut-être prenait une position que dans certains cas, il n'y avait pas de déclaration qui était faite tant que certains critères s'étaient rencontrés. Là, même pour les sociétés étrangères inactives, il faut quand même faire une sorte de déclaration. C'est sûr que le seuil d'information qui est demandé est beaucoup plus moindre, mais il faut quand même qu'on produise certaines informations. Donc, une des choses qu'on va avoir à ce formulaire-là, c'est justement l'information qui est demandée par rapport aux sociétés inactives, qu'on doit quand même se positionner par rapport à certains éléments. Donc, le contribuable et ultimement votre client doit vous fournir ces informations-là, malgré que c'est des sociétés étrangères inactives. Et pour se qualifier comme société étrangère inactive, il y a un test des critères et des critères qui ont été aussi allégés au niveau de l'ARC. Avant, pour que vous rentrez dans le critère des inactives, il fallait qu'on regarde, dans le fond, tous les intérêts dans toutes les sociétés affiliées à l'étranger. Là, que l'ARC a fait comme allègement, c'est vraiment de regarder entité par entité. Donc, avant, il fallait qu'on regarde toutes les sociétés affiliées à l'étranger. Là, on peut regarder vraiment société par société. Et aussi, avant, il fallait que le coût des participations soit de moins de 25 000. Là, ça a été augmenté à 100 000. Et aussi, au niveau disons, de l'actif total, ça reste comme avant, c'est 1 million, mais au moins, il y a un allègement à ce niveau-là à l'ARC, malgré le fait qu'il faut les déclarer et produire plus d'informations. On peut quand même avoir certains allègements et ne pas, dans le fond, remplir les autres parties du formulaire. C'est ça. Ensuite, donc, comme je vous ai mentionné plus tard aussi, dans l'exemple où on voyait les deux sociétés vraiment lier les structures en parallèle, on n'est pas obligé de faire une T1134 supplémentaire pour les sociétés affiliées non contrôlées de palier inférieur, donc celles qui sont vraiment, vraiment au bas de la structure. Mais il y a quand même une demande d'information qui est effectuée. Donc, moi, je le caractérise comme un mini T1134 pour ces sociétés-là. Donc, oui, on n'a pas besoin de préparer un formulaire supplémentaire, mais il y a quand même des informations qui sont requises à ce niveau-là pour l'ARC. Bon, maintenant, on va rentrer dans la portion du T1134 supplémentaire. C'est un formulaire qui doit être complété pour les sociétés affiliées étrangères autres que les inactives et ceux qui sont détenus indirectement par d'autres sociétés affiliées étrangères. Désolé pour le typo. Et un formulaire doit être rempli pour chaque société affiliée étrangère contrôlée. Donc ici, on rentre vraiment la notion de contrôler et dans certains cas, il faut même produire des calculs au besoin. Donc, dans la première section, une grosse différence ou une différence quand même majeure par rapport au formulaire des autres années, c'est qu'il faut qu'on détermine le PBR et non le coût historique des actions qui sont détenues dans la société affiliée étrangère. Et c'est que pour la structure canadienne qui détient la société affiliée étrangère. Donc, c'est ce palier-là qu'il faut déterminer le PBR des actions et non pour les celles en dessous, mais c'est quand même un calcul qui est, somme toute, difficile à faire, surtout quand un client a déjà un historique de longue date. Et pour retracer ça, ça peut être très difficile au niveau de la conformité pour calculer vraiment effectivement c'est quoi le PBR, parce que ce n'est pas nécessairement un calcul qui est tenu à jour d'année en année pour les contribuables. Donc ça, c'est quand même plus compliqué. Et des fois, il faut aussi prendre position à savoir est-ce que le PBR, c'est vraiment le coût indiqué ou le coût historique et comment on le détermine. Non seulement ça c'est pour les actions ordinaires, mais il faut aussi le faire pour les actions privilégiées. Donc, c'est quand même, pour les actions privilégiées, somme toute, ça peut être peut-être plus simple, mais il faut quand même se positionner et c'est pour toutes les catégories d'actions. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être, somme toute, relativement pour, comme le
le contrôleur, tout comme le conseiller professionnel, à déterminer. Ensuite, il y a un nouveau tableau qui, dans le fond, demande les informations concernant les pourcentages d'intérêt en début et de fin d'année et certaines autres informations. Ce formulaire, cette portion-là est quand même intéressante parce que, dans le fond, s'il y a des changements au niveau des sociétés affiliées étrangères, dans le fond, s'il y a une détention plus grande ou moindre, on doit les déclarer. Il y a aussi des informations par rapport à des prêts. Donc, vous savez que dans des cas, certains contribuables doivent remplir des T1 106. Vous devez des fois mentionner les prêts intersociétés dans les T1 106. Donc, dans ce cas-là, il faut vous poser la question aussi, si vous le déclarez dans un, est-ce qu'on le déclare dans l'autre et dans quelles circonstances on le fait? Donc, c'est quand même une analyse un peu plus poussée. Et il y a d'autres choix aussi, évidemment, à prendre en compte. Dans certains cas, il faut aussi penser si, par exemple, les comptes fournisseurs ou les comptes clients devraient être déclarés. Je sais qu'il y a des fois, dans le T1 106, on les mentionne. Donc, ici aussi, c'est à se poser comme question, est-ce qu'on fait une déclaration ou non, si ça rentre dans le profil de votre client. Parfait. Maintenant, on rentre dans une portion un peu plus complexe qui est vraiment sur les FAD rules. Dans le fond, c'est quand on a une société étrangère mère il y a une société canadienne en dessous, puis ensuite, il y a une structure qui est une société affiliée étrangère. Donc, pensez comme une structure sandwich, puis la canadienne est au milieu. C'est par rapport à ça qu'on va regarder aujourd'hui. Dans le fond, ça, c'est des règles qu'on va devoir se remettre un peu à jour si on prépare les T1134. Si votre client est dans cette situation-là, il faudrait qu'on les regarde un peu plus en détail. Donc, dans cet exemple-là, on a une société mère étrangère qui détient à plus que 50% la société canadienne. Ensuite, la société canadienne détient une société étrangère affiliée. Il y a un prêt de la société canadienne qui est fait à la société affiliée étrangère. Et la raison d'être de ces règles, dans le fond, c'est pour s'assurer que le dividende réputé par tout montant de capital versé des actions de SoCan par la mère non résidente, dans le fond, s'assurer que le capital versé peut être, dans certaines circonstances, est réputé comme dividende. Dans le fond, c'est des règles qui préviennent les retours, disons, de capital qui sont déguisés comme dividendes. Donc, essentiellement, dans ces cas-là, il faut qu'on regarde si la SoCan a un placement dans une société étrangère et ensuite, si la société étrangère la société canadienne a une société affiliée étrangère et aussi, comme je le dis, la société canadienne doit être contrôlée par la société affiliée étrangère. Donc, si SoCan est réputé avoir versé un dividende à la mère étrangère, un dividende selon 212.32a, le dividende peut être, comme je dis, réputé d'avoir à une retenue de 25%, et donc on veut prévenir des retours de capital qui viennent éroder un peu la base fiscale. C'est quand même, somme toute, des règles assez complexes. C'est sûr que dans certains cas, vous pouvez avoir une exception à ces règles-là. Le but non plus, c'est pas de rentrer dans vraiment tous les détails de ces règles qui sont plus compliquées, mais ça vous permet quand même de vous faire une mise à jour quand vous préparez, vous aidez un client à remplir le formulaire T1134. Donc, ça, c'est vraiment le tableau qui est nécessaire pour être complété pour les formulaires de T1134 pour la portion de FAD Rules. Donc, c'est quand même, comme je dis, beaucoup d'informations et le client doit se positionner par rapport à certains faits. Donc, et certains choix qu'ils ont faits. Alors, ça va vraiment dans beaucoup plus de détails qu'on allait avant. Ensuite, les données financières. Donc, avant, pour ceux qui avaient fait des T1134, il fallait qu'on remplisse, par exemple, certaines notions du revenu des actifs des sociétés. Maintenant, cette portion-là a été enlevée. Et pour les sociétés affiliées étrangères qui ont moins de 20% de droits et de vote, ils ne doivent pas produire des états financiers non consolidés. Pour toutes les autres sociétés où la détention est plus de 20%, il faut produire des états financiers non consolidés de la société affiliée étrangère, ce qui peut être quand même difficile parce que vos années pour les sociétés affiliées étrangères peuvent différer de celles de la canadienne. Et donc, les données ou la fin d'année, disons,
ne peut ne pas être disponible au moment où vous voulez produire votre T1134, ce qui rend votre travail un peu plus compliqué à ce niveau-là. Et donc, c'est aussi à prendre des positions. Est-ce qu'on utilise des états financiers internes, disons, du client, ou est-ce qu'on attend vraiment et on les produit plus tard? Et aussi, dans certains cas où les états financiers ne sont pas prêts ou ne sont pas joints à la T1134, il incombe vraiment au déclarant de démontrer que l'exception de due diligence énoncée à l'article 233.5 s'applique aux faits des états non consolidés qui ne peuvent pas être joints. Donc, si par exemple, vous êtes contraint de filer parce que vous avez une obligation de filer, mais vous n'avez pas produit les états financiers non consolidés, l'ARC vous donne grâce en disant que si vous faites toutes les mesures possibles et nécessaires et vous êtes prudent et diligent dans votre approche, vous pouvez filer sans les états financiers et au plus tard 90 jours après la date qui sont disponibles, il faut les faire parvenir à l'ARC. Donc, c'est possible de les produire sans, mais c'est quand même recommandé de les envoyer tous en même temps avec vos T1134. Ensuite, pour la portion sur les surplus. Donc, la portion sur les surplus est sensiblement la même que l'était avant. Il faut, par contre, regarder que l'ARC a posé quelques questions pour aller demander encore plus d'informations. Donc, il y a pour déterminer si vous avez changé d'ordre dans le calcul des surplus, parce que de facto, il y a un certain ordre pour les surplus, on va le voir un peu plus tard. Donc, si vous avez fait un choix quelconque, vous allez devoir le déclarer sur votre T1134. S'il y a un choix en vertu de 90.3 qui a été effectué pour une distribution qui vient réduire le PBR de la société affiliée étrangère, si les dividendes, le montant des dividendes déversés par la société affiliée étrangère soit payé par exemple en nature ou en nature ou en espèces. Et aussi, il y a une nouvelle section sur les prêts en amont qui a été rajoutée et qu'on va voir. Donc, comme vous savez, par exemple, quand on calcule les surplus, il y a un certain ordre qui vient de facto. Donc, à moins de faire un choix, c'est cet ordre-là qui s'applique. Donc, comme on sait, le surplus exonéré, ensuite le surplus hybride, imposable et le surplus antérieur à l'acquisition. Dans certains cas, on peut faire un choix. Par exemple, on peut faire un choix si les comptes de surplus, un choix peut être possible si on veut d'abord verser le capital imposable sur le surplus hybride ou d'autres. Mais si on fait des choix quelconques par rapport au surplus, il faut dans le fond, les produire au formulaire. Et l'ARC veut savoir quel choix a été produit et sur quel compte. Maintenant, pour les prêts en amont. Donc, juste avant peut-être de rentrer en détail sur l'aspect formulaire, un prêt en amont, c'est essentiellement un prêt qui vient d'une société affiliée étrangère à une société canadienne. Ou dans certains cas, quand on a une société affiliée étrangère qui fait un prêt à une société mère étrangère, mais quand les deux, il y a une canadienne. Essentiellement, les règles, c'est des règles d'anti-évitement pour s'assurer que les contribuables vont verser un dividende au lieu de, dans le fond, d'essayer de faire ça passer par un prêt. Les conséquences, c'est la possibilité évidemment de rapatrier les profits sans imposition et une période indéfinie de l'impôt. Ensuite, pour se qualifier à ça, il faut qu'il y ait une personne qui a un débiteur déterminé et qui a une société affiliée étrangère. Donc, si on revient ici, nos débiteurs déterminés sont la SOCAN et ici la société mère étrangère. Et aussi, il faut qu'il y ait une société affiliée étrangère qui fait un prêt. Et ensuite, il faut regarder c'est quoi les conséquences. Et donc, les conséquences, c'est justement si le prêt n'est pas inclus dans le revenu après 2 ans, il y a une inclusion qui se fait. Et il y a aussi une exception à ça si, par exemple, il y a un remboursement dans les 2 ans ou, par exemple, si c'est dans les cadres des activités de l'exploitation de l'entreprise de la société affiliée étrangère. Sauf que maintenant, dans le nouveau formulaire, il faut même se positionner par rapport au fait que si on tombe dans l'exception à 98 ou non. Donc, si par exemple, le 2 ans n'est pas encore écoulé, donc vous bénéficiez de ce délai pour l'inclure dans la T1134 ou au revenu, il faut quand même que vous le mentionniez à l'ARC. Donc, ça, comme je vous répète plusieurs fois, il faut vraiment se positionner par rapport à ces choses et confirmer à l'ARC que soit vous avez effectué des choix ou vous avez
l'information ou certaines exceptions que vous voulez bénéficier. Ensuite, compte de surplus et les sociétés affiliées contrôlées. Donc, il y a cette section-là aussi qui vient, dans le fond, s'assurer que certaines transactions de réorganisation vont être déclarées. Donc, ça, c'est, par exemple, même au niveau d'un échange d'actions que normalement, on ne l'inclut pas à une T2, mais dans ces cas-là, on va venir l'inclure quand ça affecte les sociétés affiliées étrangères et la société canadienne qui la détient. Donc, il y a encore un surplus d'informations qui est venu là et encore une prise de position par rapport à certaines questions additionnelles à ce niveau-là. Donc, ça, c'est dans des cas, par exemple, de dissolution ou dans un cas, par exemple, d'échange d'actions. Autre portion dans le formulaire supplémentaire, c'est par rapport aux employés. Donc, la question est restée sensiblement la même. La seule chose qui a été rajoutée par l'ARC, c'est le fait qu'on doit répondre à une question si les services sont fournis par les employés d'une autre entité dans la définition d'entreprise de placement. Donc, il faut se positionner si on utilise ces définitions-là pour caractériser, disons, le revenu dans certains cas, et aussi si on utilise la définition pour se fonder sur ça. Donc, ça, c'est une nouvelle question qui a été rajoutée par rapport à l'autre formulaire. Ensuite, dans la partie 3, section 2, il y a la composition du revenu qui a changé un peu. Donc, somme toute, le formulaire reste similaire, mais la seule chose qu'on doit réaliser ici, c'est qu'on doit maintenant ventiler en fonction de si c'est du revenu qui vient de personnes liées ou de personnes non liées. Si on prend la position qu'on met juste le revenu total, l'ARC va présumer que ça vient du revenu d'une personne liée. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important et c'est aussi mentionné dans la question, mais ça vient vraiment ventiler le revenu venant de personnes liées ou de personnes non liées selon les sources de revenus. Parfait. Dans les cas de FAPI, vous avez beaucoup plus de questions qui sont posées par avant. Donc, les questions sont sensiblement les mêmes, mais l'ARC veut aussi prendre en compte maintenant les pertes de revenus passifs. Donc, vos FAPL, vos FACL, quand vous avez des dispositions de biens à l'étranger, tout comme, par exemple, si vous avez des pertes, au lieu d'avoir du FAPI, vous avez des pertes de revenus de propriété, vous allez devoir tracker ces comptes-là pour les années aussi. Donc, c'est sûr que vos pertes peuvent venir offsetter votre FAPI, mais maintenant, non seulement que vous devez les tracker sur, par exemple, un Excel, vous devez aussi les produire à l'ARC pour justement leur montrer les calculs. Et aussi, si vous avez des dispositions pour les actifs qui ne sont pas des biens exclus ici en bas. Donc, c'est quand même beaucoup d'informations qui est demandée et beaucoup de tracking qui doit être fait tant au pourcentage d'intérêt, tant par exemple aux règles en amont, tant que par exemple pour tout ce qui est le FAPI et les pertes équivalentes au FAPI. Donc, beaucoup d'informations que le contribuable doit tenir à jour ou que ses conseillers doivent l'aider pour. Ici, dans la portion revenus, la section a resté sensiblement la même, sauf que l'ARC a rajouté d'autres questions. Donc, des questions vraiment de plus de précision au bas, sauf que, encore une fois, vraiment prenez le temps de les analyser et de voir si votre client peut-être tombe dans une de ces exceptions-là ou s'il se qualifie à une question par rapport à d'autres. Maintenant, en termes de pénalité, une des premières pénalités, ça serait 162,5 ou c'est pour une erreur, une omission, $100. Dans les cas de défaut de production, c'est la pénalité typique de 2 500 si la période est, dans le fond, si les 100 jours sont dépassés. Ensuite, tout ce qui est erreurs qui sont au niveau d'une faute lourde, la pénalité maximale, ça serait de 24 000. S'il y a un défaut de production qui équivaut à une faute lourde, c'est 12 000. Et si c'est une fois que, dans le fond, il y a un refus de produire le formulaire une fois que l'ARC le demande, donc on n'obtempère pas à la demande de l'ARC, c'est une pénalité de 24 000. Et aussi une pénalité supplémentaire en cas de défaut de production pour plus de 24 mois. Donc, c'est pas mal ça les pénalités au niveau des T1134. Ensuite, ici,
je vous ai fait un flowchart pour les calculs de surplus. Donc, c'est quand même des règles somme toute complexes, mais ça permet juste de rendre ça un peu plus palpable à un niveau de visuel. Donc, la première question qu'il faut se poser quand on regarde les surplus, c'est de voir qu'on a une société canadienne qui détient une société affiliée étrangère. Donc, s'il y en a un particulier, évidemment, on ne va pas tomber dans les règles de surplus. C'est vraiment une société canadienne qui a une société affiliée étrangère. Et ensuite, on doit regarder au niveau de la société affiliée étrangère, c'est quoi le revenu qui est fait, c'est quoi les activités qui ont été faites. Donc, si c'est une société qui a opéré activement, ensuite, on va tomber dans les calculs. Par exemple, ici, on répond à oui, on va tomber dans une réponse à oui. Et ensuite, il faut se poser, est-ce que dans le pays étranger, on paye de l'impôt? Est-ce qu'on produit une déclaration? Si la réponse oui, on paye de l'impôt, par exemple, vous avez une société qui est en France, là, on va aller dans nos règles de surplus exonéré. Et ensuite, on va rentrer dans les détails. Si à cette réponse-là, vous êtes dans une juridiction où vous ne devez pas nécessairement préparer une déclaration de revenus ou payer d'impôts, je vous donne un exemple qui peut sembler banal, mais par exemple, une LLC aux États-Unis, dans certains cas, on va pas produire une déclaration ou on ne va pas payer de l'impôt parce que va être traité comme une société de personnes pour les fins américaines. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, selon les règles canadiennes, le surplus. Donc, vous allez calculer votre DPA, vous allez prendre votre amortissement aux règles fiscales au maximum. Donc, somme toute, c'est le même calcul, mais vous avez plus d'ajustements à faire. Si on rentre dans la catégorie, par exemple, vous avez une société en France qui a activement opéré, là, on va rentrer dans ces règles-là. La première chose qu'on doit faire, c'est calculer notre gain. Notre gain, on le calcule en regardant dans le règlement à 5907 à A petit i, on regarde le revenu imposable calculé selon les règles de la juridiction étrangère. Fait qu'il faut prendre la déclaration étrangère pour commencer. Et ensuite, on fait des ajustements selon la loi à 5907.2 pour tous qui sont des ajustements, soit par exemple des différences permanentes ou temporaires au niveau comptable ou dans la déclaration fiscale. Une fois qu'on fait ces ajustements-là, il faut aussi regarder, par exemple, si on a du FAPI ou non, pour ensuite aller dans le surplus taxable. Une fois qu'on fait ces calculs-là pour notre gain, on va faire notre calcul pour nos gains nets où on déduit le montant de gain d'impôt sur le revenu ou les bénéfices payés et on prend en compte les ajustements supplémentaires nécessaires en mesure pour la société affiliée étrangère. Et ensuite, on va avoir essentiellement nos gains exonérés où on va ajouter tout le montant de FAPI qui est recaractérisé. Donc, un montant normalement qui aurait été du FAPI qui par ailleurs recaractérisé à un montant, par exemple, actif, on va venir l'ajouter. Et ensuite, on va avoir notre calcul de surplus exonéré. Puis là, on va voir aussi si on doit ajouter ou déduire d'autres dividendes reçus de sociétés affiliées étrangères. Donc, ça, c'est un peu les règles high level pour le surplus exonéré. C'est sûr que c'est sensiblement la même chose dans des cas où, par exemple, on ne doit pas produire une déclaration, on ne paye pas d'impôt à l'étranger, mais la différence, c'est aussi qu'on doit utiliser les règles canadiennes pour, dans certains cas, par exemple, pour calculer le DPA, qui est un exemple somme toute simple. Mais ça, c'est prévu au règlement à 5907.2.03. Et sinon, somme toute, c'est sensiblement le même calcul. Ensuite, dans un cas où on rentre dans du revenu de biens. Donc là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a plus de questions à se poser un peu. Donc la première chose, si on regarde du revenu du bien, par exemple des loyers, des intérêts, il faut se regarder est-ce que c'est du revenu d'une entreprise de placement. Et il y a une définition à 95.1 pour ça, mais par exemple, c'est des prêts, des intérêts, est-ce que c'est pour, par exemple, des royautés? Et c'est la raison, si c'est oui, et le revenu est d'une autre, si la réponse est oui, ensuite, il faut, à une société affiliée étrangère, alors il faut regarder aussi, est-ce que l'entreprise est exploitée avec des personnes qui ont un lien de dépendance?
non, excusez-moi. Est-ce que l'entreprise est exploitée principalement avec une personne ayant des liens de dépendance? Puis il faut aussi regarder quel type de revenu est généré. Dans certains cas, par exemple, si on a 5 employés et plus, on va pouvoir venir le considérer comme si c'est du revenu qui ne vient pas d'une entreprise de placement. Alors, on va calculer selon nos règles de surplus exonéré. Il va avoir un traitement qui va être plus bénéfique. Si cependant, c'est des cas où c'est du revenu purement passif, par exemple de loyer, d'intérêt, de dividendes et autres, comme vous le savez, on va calculer selon nos règles de surplus taxables qui sont moins bénéfiques pour rapatrier le revenu au Canada. Et ici aussi, il faut se positionner par rapport à si certains revenus peuvent être recaractérisés. Donc, si certains revenus peuvent être recaractérisés, là, on va tomber dans nos règles de surplus exonéré. Et sinon, c'est pas mal tout. De mon côté, j'ai fini la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des portions que vous voulez que je revienne ou que vous avez des questions ou clarifications par rapport à quelque chose. Oui, juste pour répéter la question de Félix, donc on veut savoir si on produit une TEOS 34, mais de façon tellement négligente, est-ce qu'on risque de aussi avoir une pénalité pour négligence foncière? Dans le fond, on est en défaut de production, on la produit, mais c'est tout croche. C'est ça? Exact. OK, parfait. Donc oui, il y a des pénalités pour ça aussi. Et aussi, dans le fond, le contribuable doit quand même le produire de la meilleure façon et produire toutes les informations qui sont nécessaires. Donc oui, il y a une pénalité qui peut s'appliquer par rapport à ça aussi, de plus. Merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Merci à ceux qui étaient en ligne. Bon, ben, premièrement, j'aimerais remercier Razvan pour la conférence de ce midi et merci à vous tous d'avoir été présents en personne ou en ligne. Je dois dire que la conférence, pour ceux qui ont assisté ou pour ceux qui se sont inscrits en ligne, elle va être disponible en rediffusion si vous voulez la consulter à partir du 3 avril 2024. Et finalement, c'était la dernière conférence de la relève de Montréal pour la saison. Le prochain événement, je crois, pour la PFF va être le cocktail de juin pour le cocktail des membres, à moins que Diane à côté me dise qu'il y a d'autres événements de la PFF à venir. OK, donc il va y avoir d'autres événements en tant que tels, mais j'avais surtout les événements sociaux en tête. Et donc, merci à tous. Bonne fin de journée.